Bonjour, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Je suis jointe par John Revest du WBCSD, Sébastien Humbert de la société Quantis, et puis sur votre écran, Julia Steinberger de l'Université de Lausanne et l'Université de Leeds. Donc John, tu es le directeur de Net Zero Transformation au WBCSD, le World Business Council for Sustainable Development. Le WBCSD, c'est à peu près 200 membres, principalement donc des multinationales, de toute la chaîne de valeur. Et le but du WBCSD, c'est donc d'accompagner ces entreprises vers la décarbonisation, et ce, grâce à la collaboration, grâce à l'innovation, et justement, en fait, cette collaboration dans la chaîne de valeur. Et toi, personnellement, tu es quelqu'un de très optimiste, mais aussi pragmatique. Tu crois au pouvoir de pouvoir changer en fait l'humanité et d'aider en fait à changer le système vers ce vers quoi on doit tendre. Donc merci de nous rejoindre. Julia, donc tu es professeure en écologie sociale et en économie écologique, donc à l'université de Lausanne et l'université de Leeds. Donc les sujets dont tu traites sont vraiment interdisciplinaires. Tu traites aussi des interconnexions entre les utilisations de ressources biophysiques, donc en gros de l'énergie, des émissions, etc., et la performance sociétale, surtout en fait focalisée sur le bien-être humain. Donc merci de nous rejoindre et de faire une parenthèse dans ta journée de meeting qui était déjà prévue avant et d'être avec nous. Et puis Sébastien, donc tu es membre fondateur de Quantis, tu es directeur scientifique pour Quantis, donc consultant. Tu as un doctorat en ingénierie de l'environnement de l'Université de Californie à Berkeley, et tu as contribué notamment au développement de méthodes pour la Commission européenne pour l'évaluation en fait de l'empreinte environnementale des produits et des services, donc quelque chose qui est aujourd'hui devenu un standard. Et puis donc 20 ans d'expérience justement dans l'évaluation en fait des empreintes environnementales. On a un panel d'experts aujourd'hui dont le point commun est d'aider la société à se décarboniser. Et du coup, en fait, on a un sujet un peu controversé, qui est: est-ce que la croissance dans le respect des limites planétaires, est-ce que c'est possible? Et en fait, du coup, j'aimerais commencer par une petite réponse comme ça à froid pour donner le ton. Et du coup, on va justement utiliser cette heure après pour développer ça. Donc peut-être commencer par John, et puis après, on va peut-être passer à Julia et à Sébastien en quelques mots. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc merci Sarah. Donc c'est certainement possible, mais cela nécessite un profond changement de tout ce que nous avons connu. Les entreprises du secteur de l'énergie doivent se décarboniser. Les entreprises produisant des matériaux et des produits doivent devenir circulaires. Et l'ensemble de l'industrie alimentaire a besoin de pratiques agricoles durables qui rémunèrent équitablement les agriculteurs et fournissent des régimes alimentaires sains. Le défi est que nous avons conçu un système de croissance économique qui exploite la nature pour créer des bénéfices financiers sans protéger la nature. On le constate avec le climat aujourd'hui. La biodiversité, l'utilisation des terres, la charge en azote et en phosphore et le prélèvement d'eau douce. Notre système financier encourage le profit à court terme au détriment de la résilience et des rendements à long terme. Merci John. Julia, tu peux nous répondre aussi à cette question en quelques mots? Est-ce que c'est possible, la croissance économique dans les limites planétaires? Je vais répondre non, je vais répondre que c'est pas possible. Dans la réalité scientifique de ce qu'on observe, c'est tout simplement impossible d'avoir une croissance économique qui est compatible avec une décroissance rapide, radicale, suffisante des émissions et de l'utilisation des ressources pour permettre de rester à l'intérieur des limites biophysiques de la planète, en commençant par le réchauffement climatique, mais en allant vers les autres aussi. Je pense qu'il faut... Pour ça,
la science empirique est assez formelle, c'est-à-dire que dans les quelques cas où on observe un découplage entre la croissance économique et l'utilisation des ressources, d'habitude c'est parce que le pays en question n'a pas compté ce qu'il consomme à l'extérieur. Par exemple, la Suisse, les émissions de la Suisse se réduisent depuis 1990 d'un tout petit peu. Par contre, si on regarde les émissions dues à la consommation suisse, je crois qu'elles ont augmenté de presque de triplé depuis 1990. Donc, on est dans une phase où la croissance économique est très fortement couplée avec justement l'utilisation des ressources biophysiques dont parlait John. Je suis tout à fait d'accord avec les mesures sectorielles qu'il préconise, mais il faut aller vers une réduction de l'utilisation de l'échelle de la demande énergétique, de la demande en ressources, et cela ne peut pas s'accompagner d'une croissance économique, selon ce qu'on observe actuellement. Merci Julia, on va développer du coup tout ça un peu plus pendant cette heure. Et Sébastien, en quelques mots? Disons, je viens d'un monde optimiste, donc la réponse c'est oui. Pour autant qu'on mesure la croissance comme une amélioration de la qualité de vie, nous ce qu'on observe d'un point de vue environnemental, c'est que le problème il n'est pas technique, on connaît les solutions, elles sont sur la table. Ce qui manque c'est un investissement massif pour mettre en place ces solutions techniques, par exemple pour le monde agricole, le monde industriel, les modes de transport, ou alors des solutions qui influencent nos changements de mode de vie pour, par exemple, consommer moins de produits qui viennent d'une surexploitation de la mer, par exemple. Donc ça, c'est pas une solution technique, mais une habitude qu'il faut changer. Donc en gros, ce que tu dis, c'est que si on définit la croissance comme la croissance du nombre de personnes sur Terre jusqu'à 10 milliards ou la croissance du bien-être, oui, c'est possible. Là, on va essayer de refocaliser sur la croissance économique, en fait, donc pas juste en fait du bien-être, etc. Et donc de creuser un peu ce sujet-là. Donc Sébastien, le Quantis vient de lancer, de sortir son nouveau manifesto avec pour but pour Quantis d'aider les entreprises à opérer à l'intérieur des limites planétaires. Donc Quantis, c'est une jeune entreprise, une quinzaine d'années, enfin pas si jeune que ça, mais voilà, quinzaine d'années, un peu plus de 200 employés dans le monde, avec en fait au début une activité qui était focalisée sur l'évaluation des impacts environnementaux des produits et des services de vos clients, et donc c'était très axé sur l'éco-design aussi, sur comment améliorer tout ça. Maintenant, vous passez un peu à la limite supérieure avec cette nouvelle mission en fait d'aider les entreprises à respecter les limites planétaires. Du coup, est-ce que déjà c'est possible? Comment est-ce qu'on fait en fait pour rester dans les limites planétaires? Et puis, quelles sont en fait à la limite les limites planétaires principales qui sont en ce moment dépassées? Et donc, comment est-ce qu'on revient en fait à l'intérieur? Si je focalise sur l'angle sur lequel nous on contribue à la solution, donc tout changement de stratégie, toute stratégie d'une entreprise pour aller vers un mode plus durable commence par une compréhension des problèmes, donc ce que j'appellerais la photo. Donc on commence par une photo de la situation. Et en fait, c'est pas une blague. Je pense que 50% des clients qu'on a eu au début nous approchaient pour nous poser la question de quelle était la manière de servir un café plus durable à la pause café, que ce soit un client qui travaille dans une banque ou dans une usine. Donc, on commence toujours avec une petite problématique. La personne cherche à comprendre cette problématique et puis tranquillement, ça permet d'intégrer la notion de quel est l'impact environnemental de mon entreprise. Donc, on fait ces photos. Et puis, une fois que l'entreprise comprend bien où est son impact environnemental, on peut passer à l'étape supérieure qui est dire comment réorienter le business model pour qu'il puisse continuer à générer de la valeur pour la société dans les deux sens, la société et les consommateurs, la société l'entreprise, mais qu'il soit dans les limites planétaires. Et puis là, je reviens à ce que je disais avant, qui est, en fonction de votre activité, est-ce que ça va plutôt être des problématiques technologiques, des problématiques de changement de comportement? Et là, ce qu'on nous apporte, c'est un assessment, un calcul objectif de quelle distance il faut entre la situation actuelle et puis ce que vous pouvez livrer comme service pour ne pas polluer plus que, entre guillemets, le quota auquel vous avez droit, les limites planétaires. Et du coup, les limites planétaires aujourd'hui qui sont les plus outrepassées, entre guillemets, c'est lesquelles? Alors,
grosso modo, dans la plupart des cas, les deux grosses limites planétaires qui sont problématiques, c'est les changements climatiques, tout le monde pense à ça, et puis l'autre, c'est la destruction de la biodiversité. Dès qu'on travaille dans le monde agricole, par exemple, tout ce qui est lié à la nourriture, hein, je veux dire, on est juste à côté d'entreprises qui fabriquent la nourriture, on a non seulement une problématique de CO2, mais aussi une problématique de destruction de la biodiversité, qui sont les deux plus gros points noirs. On parle souvent de CO2 par simplification lorsqu'on aborde le sujet, mais assez rapidement, une entreprise qui touche aux écosystèmes, donc l'agricole c'est l'exemple parfait, mais ça peut être d'autres industries. Ensuite, on évalue aussi l'impact sur la biodiversité. Et mon expérience, c'est que la biodiversité, l'impact qu'on a sur la biodiversité, est en fait plus difficile à réduire que nos émissions de CO2. Les émissions de CO2, c'est assez facile à les réduire si on est prêt à mettre l'argent sur la table. L'impact sur la biodiversité, c'est plus difficile à réduire parce qu'il ne suffit pas juste de mettre de l'argent, il faut aussi changer les comportements, ce qui est des fois plus difficile à faire. Merci Sébastien. Julia, tu diriges le projet Lily, Living Well Within Limits, qui adresse justement la question cruciale de quelles sont les ressources biophysiques, donc énergiques, dont on a besoin pour satisfaire le bien-être humain. Donc par rapport à ça, deux questions. D'abord, pour rebondir sur la question à Sébastien, de manière très pragmatique, déjà, il se passe quoi quand on dépasse les limites planétaires? Et puis, une deuxième question, en gros, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tes travaux en fait, nous donnent comme information, nous apprennent en termes des causes du non-respect actuel des limites planétaires et du coup, en fait, de la crise climatique, de biodiversité, qu'on peut même peut-être lier en fait, à la crise sanitaire. Donc voilà, deux questions. En premier, il se passe quoi quand on dépasse ces limites ? Alors, quand on dépasse les limites, alors ce qu'il faut déjà savoir, c'est que nous dépassons actuellement plusieurs limites planétaires. Il y en a certaines que nous savons sont en danger, mais nous n'avons pas les données ou l'apport scientifique nécessaire pour y répondre de façon complète. Pour ce qui est de ce que mentionnait Sébastien, ce qui est exactement jusqu'à le réchauffement climatique et la perte de biodiversité, il faut comprendre que ces problématiques sont liées à la fois dans leurs causes et dans leurs impacts. Donc, si on va vers des réchauffements de plus de 3 degrés d'ici 2100, ce qui est notre trajectoire actuelle, il faut comprendre que nous sommes toujours dans une trajectoire d'accélération de l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc, nous sommes dans une trajectoire qui accélère dans le mauvais sens, malgré le Covid, etc. Ce qu'il faut comprendre, c'est que sur cette trajectoire-là, nous risquons de perdre la moitié des espèces de plantes et la moitié des espèces d'insectes d'ici 2100. Donc, nous les mettons à risque de disparition. Donc ça, c'est juste pour dire à quel point ces problématiques s'entrecroisent et ce que ça a à voir avec comme un impact sur la société humaine. Dans un certain sens, on peut prédire, il y a certaines zones qui vont devenir inhabitables, qui seront trop chaudes, il y a des autres zones qui vont devenir inhabitables à cause de la montée des mers. Il y a des autres zones qui vont devenir difficilement habitables parce que l'agriculture ne sera plus possible. Mais en fait, on ne peut pas très bien prédire parce que nous allons au-delà de ce que nous connaissons comme expérience. Nous allons au-delà de ce que nous baignons actuellement dans une atmosphère, une composition atmosphérique que n'a jamais connue notre espèce. Donc nous sommes déjà à des concentrations de CO2 que n'a jamais connues l'espèce humaine depuis qu'il existe. Nous sommes aussi dans une phase d'accélération dans le sens de à quel point nous changeons la composition de la planète rapidement, qui est sans précédent que dans l'histoire de la planète. Donc nous ne pouvons pas savoir quelles seront toutes ces conséquences. De façon claire, ce qu'on dit d'habitude, c'est que si nous restons sur cette trajectoire, si nous ne changeons pas tout de suite et radicalement de trajectoire, d'ici 2100, il est tout à fait possible que les conditions nécessaires pour une civilisation humaine n'existeront plus. C'est très, très, très difficile d'imaginer une civilisation humaine qui existe à 4 degrés de réchauffement, voire même plus de 3 degrés. C'est juste très difficile. Merci Julia. Et du coup, qu'est-ce que tes travaux en fait nous apprennent sur les causes, sur ce qui fait qu'on en est là en fait quelque part? Alors les causes,
sont, entre autres, sont à trouver dans notre système économique actuel. Donc, vivre bien à l'intérieur des limites planétaires, c'est techniquement possible. Je rejoins tout à fait Sébastien et John sur ces constats. Nous avons les technologies nécessaires, nous avons les moyens de créer un avenir complètement différent. Par contre, ce qui nous en empêche et qui continue à nous pousser dans cette direction, ce sont par exemple les mécanismes, les structures économiques qui nous poussent vers la croissance, qui font que la croissance est un mécanisme stabilisateur du capitalisme tel qu'il existe internationalement, c'est-à-dire que nous n'avons pas les capacités de stopper cette croissance sans avoir des crises économiques. Donc, et nos gouvernements se situent comme voulant toujours aller de plus en avant avec cette croissance économique, ce qui fait que nos gouvernements cherchent plus à protéger la croissance économique qu'à protéger les populations et protéger les chances de survie d'humains dans l'avenir ou même d'humains dans le présent. Et comme les structures de pouvoir dans nos économies, c'est-à-dire les entreprises qui bénéficient et qui poussent en avant cet impératif de croissance, sont dominants, c'est vraiment à ce niveau-là qu'il faut réfléchir et agir pour pouvoir changer les choses, pour pouvoir amorcer une trajectoire vraiment différente. Donc, dans la théorie économique classique, on lit souvent en fait l'amélioration des conditions de vie et de l'espérance de vie moyenne à la croissance économique. En gros, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas vrai, c'est pas juste. On doit revoir ça. Oui, mais ça, en plus, c'est un résultat qui est vieux comme moi. Donc moi, je suis pas énormément vieille, mais j'ai 47 ans. Et c'est un résultat qu'on connaît dans l'économie démographique depuis 47 ans. Donc c'est quand même assez grave. Donc en fait, c'est un résultat qui dit juste tout simplement ce qu'on apprend en statistique. La corrélation et la causalité sont deux choses complètement différentes. Donc on a une corrélation entre le revenu par habitant et l'espérance de vie, mais quand on teste la causalité, on ne la trouve pas. Et ça se sait depuis 1975. Donc, et puis j'ai reproduit ce résultat en 2020. Donc c'est pas du tout sorcier. Par contre, avec mon projet, on a réussi à comprendre un petit peu ce qui permet de vivre bien en utilisant beaucoup moins de ressources. Et ça, c'est intéressant. C'est pas la croissance économique. D'ailleurs, la croissance économique est délétère dans beaucoup de cas. Ce qui compte, c'est la qualité des services publics et l'égalité des chances à l'intérieur d'une économie. Donc, ce qui permet de vivre bien en consommant moins, c'est l'accès universel à l'électricité, l'accès à l'eau, aux produits, à tous les services publics auxquels on peut penser, et avoir une égalité très grande entre les différentes classes sociales. Donc, en gros, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on prend ça en fait un peu comme un constat, et imaginons qu'on croit justement le résultat de tes recherches. Ce qu'on est en train de dire, c'est qu'on a besoin d'un nouveau modèle quelque part. Et d'ailleurs, ce matin, Jonathan parlait de capitalisme des parties prenantes, donc qui est quand même très différent que le capitalisme qu'on connaît aujourd'hui. John, j'aimerais rebondir sur toi. Donc, depuis le WBCSD, vous venez de lancer ce que vous appelez la Vision 2050. C'est en fait une feuille de route pour l'industrie vers une vision long terme en fait, où justement on vit à 10 milliards de personnes sur Terre, alors vivant toutes bien, donc les mêmes définitions en fait que Julia, dans les limites planétaires. Et donc à son lancement, le 25 mars passé, Peter Backer, donc le directeur du WBCSD, parlait dans son annonce, il était joint par plusieurs CEO, dont Unilever, etc., de réinventer le capitalisme. Est-ce que c'est possible justement de réinventer ce capitalisme? C'est en tout cas très nécessaire. On a besoin d'un changement de mentalité crucial. Et oui, de la réinvention du capitalisme. Ce changement doit garantir que le système économique, les motivations du système, les normes comptables mondiales et les évaluations du marché des capitaux ne soient plus uniquement basées sur les performances financières des entreprises. On doit définir le succès d'une entreprise et sa valeur aussi sur l'impact qu'elle génère sur la planète et sur la population. Pour faire simple, on connaît la solution. Tout le capital financier et les produits et les services financiers doivent être mobilisés pour soutenir la possibilité de garantir la survie de la civilisation humaine sur notre Terre.
Ce passage à un capitalisme de la vraie valeur pour tous accélérer la transformation vers 10 milliards de personnes vivant toutes bien dans les limites de la planète plus vite que toute autre chose. Merci. Alors du coup, c'est très séduisant. Concrètement, comment est-ce que le WBCSD compte embarquer en gros, déjà rien que ces 200 membres qui sont quand même toutes des multinationales qui ont des chiffres d'affaires de plusieurs milliards, qui pour certaines ont construit leurs bénéfices sur des business models qui sont quand même destructeurs pour la nature. Comment est-ce qu'on les embarque là-dedans? Ça, c'est une bonne question. Et la WBCSD a toujours accueilli les entreprises de tous les secteurs qui partagent notre ambition. Et à partir de 2023, notre comité exécutif a convenu qu'elles devront également remplir 5 critères d'adhésion sur le climat, la nature, les droits de l'homme, la discrimination et opérer au plus haut niveau de transparence. Nous constatons déjà que notre adhésion évolue grâce à cette démonstration de l'engagement de nos membres. Comment le changement peut-il se reproduire? Il n'existe pas de feuille de route facile et je suis certainement pas la bonne personne pour le prescrire à votre secteur. Ce que je peux suggérer, c'est que le système il change à l'intérieur, pas à cause des réglementations, pas à cause de la pression des parties prenantes, pas à cause d'engagements audacieux et d'ambition lorsque des événements comme celle-ci. Mon message est que vous posiez ces questions, que vous remettiez en question le statu quo, que vous participiez à changer les mentalités et que vous acceptiez la complexité de la réalisation de ces objectifs. À titre d'illustration, voici quelques exemples de Vision 2050 qui abordent les transitions qui doivent avoir lieu pour les produits et les services financiers. Numéro 1, que les marchés et les institutions financières doivent adopter un concept plus large de la valeur. Deuxièmement, que les capitaux doivent être mobilisés en faveur de développement durable. Et numéro 4 est que les entreprises doivent améliorer l'intégration stratégique et le reporting ESG pour faciliter l'allocation de capital durable par les institutions financières. Mais il va falloir être patient, car les systèmes sont très difficiles à changer et le capitalisme s'est avéré très, très résistant. Un exemple, c'est qu'en 2008, après la dernière crise financière, nous avons convenu que les bonus à court terme faisaient partie du problème et pourtant en 2019, les bonus n'ont jamais été aussi élevés et en 2020, le monde a accueilli 600 milliardaires supplémentaires malgré le Covid. Du coup, c'est un gros changement à faire. C'est aussi des changements qui demandent du temps. Et ce que la science nous dit, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps. Julia, est-ce que tu penses que opérer ces changements, aussi, John, tu mentionnais de le faire de l'intérieur, de le faire sans réglementation, sans pression des parties prenantes, juste en gros un peu sur l'audace et l'ambition des entreprises. Est-ce que tu penses qu'en fait, quand on prend ça en compte, plus la croissance, on arrive à être assez rapide? En gros, c'est quoi le chemin pour justement un peu éviter les catastrophes que tu mentionnais avant? Alors, je pense que c'est clair que chaque secteur de la société et chaque personne a le devoir absolu de participer à cette transformation rapide. Par contre, c'est pas du tout ces entreprises. Enfin, il faut être absolument clair. Certaines entreprises sont très bien et ont un but social tout à fait correct, mais beaucoup d'entre elles, et pour la plupart des plus puissantes et des plus grosses, c'est-à-dire l'industrie fossile, les industries fossiles et les industries automobiles entre autres, ont joué un rôle très 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 néfaste. C'est-à-dire que leur science était à la pointe pour savoir exactement ce qu'était le réchauffement climatique. Et depuis que je suis née, de nouveau,
Et puis, et depuis des décennies, on versait des millions et des millions de dollars dans la désinformation scientifique pour envoyer des menaces de mort à mes collègues, etc. Donc, ce sont des entreprises qui nous ont vraiment poussés délibérément dans cet avenir désastreux et qui continuent à le faire, qui continuent à utiliser des notions de compensation carbone, des notions de, par exemple, d'émissions négatives, etc. Ce qu'on appelle entre autres des discours de délai, c'est-à-dire d'essayer d'utiliser chaque petit argument, chaque petite faille, tout discours qui n'a pas simplement cessé d'exister pour continuer à mettre en avant leur business model et pour continuer à vendre leurs produits et à continuer à profiter de la situation. Et là, je pense que les changements qui sont nécessaires ne peuvent pas être du côté de ces entreprises. Il faut que les États, que les citoyens s'engagent contre eux et entre autres que les systèmes juridiques s'engagent contre eux. Et ça, on le voit très clairement dans les systèmes juridiques, par exemple dans les Pays-Bas et aux États-Unis, où la justice se saisit de la question de que doit faire Shell, que doit faire Exxon, que doit faire Chevron, etc. Et la réponse est cessez d'exister. Vous n'avez plus le droit d'être des compagnies qui émettent, qui utilisent, qui vendent des énergies fossiles, qui dépendent de ça. Et là, je pense qu'il faut vraiment réfléchir à la question de la responsabilité des entreprises, parce que cette responsabilité devient une responsabilité juridique et morale, c'est-à-dire que saviez-vous, quand le saviez-vous, qu'est-ce que vous avez fait en conséquence, si vous avez agi de façon à continuer à exister, à faire votre business de façon à pousser toujours plus loin l'humanité au-delà des limites planétaires, vous allez être dans une situation juridiquement intenable et ça devient une question non seulement de justice criminelle, mais de crime contre l'humanité, je vais dire. Et je pense que ça, c'est aussi quelque chose à laquelle il faut réfléchir, cette question de responsabilité juridique des entreprises face à, par exemple, les générations futures. Nous sommes juste au tout début de ce genre de règlement de compte. Voilà, le terme d'écocide qui est de plus en plus discuté dans le milieu de la durabilité. Alors, voilà, on peut imaginer aussi que du coup, les procès qu'on a peut-être vus pour des histoires de guerre, etc., il y a quelques dizaines d'années, dans le futur, on peut les imaginer autour de présidents de pays qui ont volontairement pris des décisions qui ont littéralement tué des écosystèmes. On peut imaginer la même chose avec des CEO. J'ai envie de pousser un tout petit peu plus loin. Au final, qui c'est qui finance en fait ces entreprises aussi et quel rôle le secteur financier aussi a dans l'investissement ou justement le désinvestissement ou la pression en fait à mettre sur ces entreprises pour que... Alors, il y a aussi certaines entreprises qui se sont réinventées, des entreprises qui étaient dans l'énergie fossile et qui sont aujourd'hui 100% dans le renouvelable. Mais voilà, il y a peut-être besoin justement de cette pression-là. Donc, en fait, voilà, j'aimerais faire le lien, Sébastien, avec un peu les annonces. Les entreprises, elles ont toutes fait en fait beaucoup d'annonces sur leur neutralité. Quand on pense, et d'ailleurs c'est un peu après ce genre d'annonces-là que votre travail véritable commence, parce que du coup il faut les implémenter, il faut savoir comment est-ce qu'on va y arriver. Si on pense en 2016, les premières annonces de Nespresso, de Danone sur la neutralité, à l'époque ça paraissait incroyable. Aujourd'hui, il y en a tellement qu'on arrive à peine à les suivre que ça devient presque banal. Comment est-ce qu'en fait on met en place ce genre de transition? Surtout, parfois certaines de ces annonces, elles sont à des horizons quand même très longs. On parle d'horizon 2050 souvent. Comment est-ce que on met en place ces transitions, sachant que des fois les personnes qui les annoncent seront à la retraite au mieux au moment où les buts ils vont devenir, on va devoir délivrer en gros. Voilà, comment est-ce que vous faites ça en fait chez Quantis? Alors, plusieurs points par rapport à ces exemples d'annonces. Les premières entreprises qui ont fait des annonces, on disait 2015, c'était visionnaire. Je tiens juste à relativiser une entreprise qui annonce réduire de 50% ses émissions de CO2 en 2030 et d'être net zéro en 2050. C'est pas très optimiste parce que la seule chose qu'elle fait, c'est qu'elle respecte les engagements des États, donc elle fait le minimum légal. Mais si on est positif,
Une entreprise qui en général fait ce genre d'annonce, qui suit ce que la Commission européenne ou la Suisse dit, divisé par, net zéro en 2050 et divisé par 2 en 2030, elle le fait rarement qu'en parlant de 2050, elle se met aussi d'accord pour le 2030 qui est de réduire de moitié. Et le 2030, ça reste un horizon de temps qui est perceptible pour les investissements. C'est-à-dire qu'on ne peut plus investir dans la même chaudière ou le même parc de voitures ou de camions en 2022 si on veut être à moins 50% en 2030, à moins qu'on ne sache pas faire les maths. Ça fait au moins 5% de réduction par année. Donc on est obligé de tout de suite, dans quelques mois, on peut déjà mesurer si vous êtes sur cette trajectoire ou pas. Donc ça, c'est le côté positif. Ces annonces, on peut quand même mesurer si la politique dans quelques mois de l'entreprise est sur la trajectoire. Le problème qu'on observe, c'est que c'est une chose de faire l'annonce, puis après, les gens qui sont un peu en charge de mettre en place cette trajectoire, il y a une certaine résistance qui se fait, pour plein de raisons, je pense souvent juste par les habitudes. Donc, on a besoin d'essayer de parler à ces gens. Nous, maintenant, en tant que consultants environnementaux, on essaye de donner des outils à ces personnes qui doivent créer un changement. Comme on disait avant, les solutions technologiques sont là. Pour autant que l'argent soit sur la table, ensuite, il faut juste une certaine motivation des gens. Et on essaye d'identifier qui va pouvoir aller motiver les personnes clés de l'entreprise. Entre guillemets, le responsable environnemental va aller motiver la CEO, etc. Et pour ça, on a proposé de lancer ce que nous on appelle Génération Glasgow. C'est une sorte de collectif de personnes dans l'entreprise qui connaissent bien la problématique environnementale et qui ont besoin de s'inspirer des expériences d'autres personnes dans d'autres entreprises qui ont eu des résultats positifs. Qu'est-ce que vous avez dit au chef? Qu'est-ce que vous avez dit à la chef pour que finalement on ose débloquer le crédit, l'investissement, etc. Et puis l'idée vis-à-vis de Glasgow, c'est qu'on mette ces gens autour d'une table pour générer en fait ces idées, ces motivations entre entreprises. Donc en gros, c'est beaucoup basé sur le changement humain, sur l'accompagnement en fait des personnes qui doivent porter en fait ce changement. Des fois, on a tous un peu tendance à se dire que le changement, c'est les autres qui vont le faire, et on se rend des fois pas forcément compte du pouvoir aussi qu'on a dans nos différents postes en fait. Concrètement, si des gens dans l'audience justement veulent faire partie du changement positif, de créer en fait la terre de demain, etc. Est-ce qu'ils peuvent rejoindre Génération Glasgow? Comment est-ce que ça se passe en fait? Qui est-ce que vous coachez, ou comment ça va se passer en fait? Alors c'est un collectif, on est en train de monter ça pour la COP de Glasgow. C'est un collectif de personnes qui ont quand même un certain pouvoir pour pouvoir faire un changement dans l'entreprise. Et puis la manière la plus simple pour l'instant, on est en train de monter ça, c'est de nous contacter, et puis on va mettre ces personnes ensemble d'ici novembre, si je me rappelle bien de mes dates, pour pouvoir se cross-inspirer et puis avoir quelques résultats concrets en novembre. Merci Sébastien. En gros, si je résume un peu ce que j'ai entendu, les mots, en fait, les notions de vision, de courage de cette partie humaine, en fait, sont quasiment aussi importantes quelque part. On peut mettre aussi là-dedans d'ailleurs le changement de comportement, sont quasiment aussi importantes que la partie technologique. Que les investissements dont il y a besoin, etc. Alors c'est pas forcément facile. On pense à certains CEO visionnaires comme par exemple Emmanuel Faber, l'ancien CEO de Danone, qui a quand même été limogé par un groupe d'actionnaires activistes à cause des résultats dans l'année de Covid qui était négatif pour Danone. Et donc du coup, j'aimerais un peu ouvrir peut-être une question ouverte aussi au public. Et puis Olivier, tu pourras peut-être nous rejoindre sur ce sujet. En gros, peut-être que ce changement, il commence aussi dans la redéfinition du rôle en fait d'un CEO de l'entreprise, de ne pas juste être sur le but d'amener de la valeur à l'actionnariat, mais peut-être, comme Jonathan disait ce matin, d'amener de la valeur aux parties prenantes. Et puis, voilà, je pense que le mot de la fin, c'est aussi qu'il y a du coup un grand impact qui peut se passer dans cette salle avec les positions que vous tenez, parce que vous pouvez justement faire partie de cette
être des agents en fait pour le changement. Voilà. Donc voilà, on va clore là-dessus. Je ne sais pas si Olivier, tu veux nous rejoindre et et peut-être si on peut avoir des réponses aussi de la salle ou des réactions, ça serait avec plaisir. Et merci beaucoup à nos intervenants et intervenantes pour votre temps et vos inputs.